Bien, bonjour, merci à tous d'être venus, merci aux organisateurs pour ce beau moment. Comme toujours dans les tables rondes, il n'y a pas de table ronde, mais on a les chevaliers, donc c'est déjà pas mal. Donc trois personnalités, trois pionniers, trois piliers de l'intelligence économique. Donc ce que je vous propose, c'est une table ronde en 3 séquences plus une. Donc première séquence, ça va être présentation des intervenants, mais en faisant fonctionner la machine à remonter le temps, c'est-à-dire pas toute leur vie, leur œuvre, sinon la matinée n'y suffirait pas, mais c'est plutôt qu'ils sont au moment du rapport Marc, du rapport Carayon et de la nomination comme haut responsable de l'intelligence économique. Ensuite, on verra le contexte général, les causes, les circonstances. Et une troisième séquence qui sera « So what ?» On fait quoi maintenant? Évidemment, il y aura quelques questions de la salle. Voilà, donc sans plus tarder, on va mettre en marche la machine à remonter le temps. Je vais commencer par ordre d'apparition dans le monde de l'IE, du moins officiellement, par Christian Arbelot. Donc Christian Arbelot, on est en 1994. Qui est Christian Arbelot au moment où il y a la publication du rapport Marc? En 1994, je viens de rentrer depuis un an à DCI, dans une petite structure qui s'appelle Intelco. Le général Mermet et le contrôleur général des armées Jouan m'avaient recruté pour initier une démarche qui n'était pas encore une démarche d'intelligence économique, mais qui allait devenir très vite. Et à ce titre, en parallèle, j'étais auprès de M. Martre comme conseiller spécial de ce qu'allait devenir le rapport Martre et toute la démarche qui allait avec. Et comment on arrive au commissariat général du plan en 1994? Et ben en fait, ça s'est fait presque, pas anecdotiquement, mais j'ai eu la chance qu'une politique, Madame Cresson, a réellement lu une étude que j'avais rédigée à la fin de la guerre froide, qui s'appelait Technique offensive et guerre économique. Et elle l'avait lue jusqu'au bout, je l'avais revue, elle était ministre des Affaires européennes, puis elle est devenue Premier ministre. On s'est revus, on a eu pas mal de discussions autour de ces questions-là, de discussions, on peut dire déjà systémiques, c'est-à-dire que Madame Cresson se rendait bien compte qu'elle se heurtait à beaucoup de problèmes, à un mur, au système étatique français, à sa difficulté d'évoluer. Et c'est ce qui l'a amené, à un moment donné, à positionner au plan une démarche avec le soutien d'un homme qui s'appelle Jean-Louis Levet et qui dirigeait un service du plan, c'est un de ses anciens chargés de mission. C'est comme ça qu'a démarré cette démarche. Et grâce à Henri Martre, qui l'a présidé, cette démarche, elle a pu aboutir. On critique beaucoup les politiques, mais finalement, sans eux, il n'y aurait pas eu d'intelligence économique, probablement. C'est clair. 10 ans plus tard, 2003, un rapport, Bernard Carayon, donc on reviendra bien sûr après sur le rapport, mais qui êtes-vous en 2003? Pourquoi Jean-Pierre Raffarin vous confie finalement ce rapport? Bonjour, d'abord je voudrais vous dire le bonheur que j'ai de retrouver cet amphifoche, puisque c'est un 2 décembre 2003 qu'on a fait le premier colloque sur l'intelligence économique, avec toi, avec Anne Lauvergeon, avec Jean-Louis Debré, avec Nicolas Sarkozy, avec évidemment Christian, Pierre de Bousquet qui était patron de la DST, etc. En 2003, je suis élu député depuis un an. Je l'ai été précédemment en 93, battu en 97. Et dans les deux cas, j'ai été membre de la commission des finances. La première fois, j'ai été rapporteur du budget de l'industrie, parce que je suis un passionné d'industrie. C'est pour moi la clé à la fois soit du déclin, soit de la puissance. Et en 2002, je choisis une voie un peu baroque pour exprimer le contrôle budgétaire du Parlement. C'est celui des services de renseignement et du SGDN. Je savais que le sujet était monté en puissance pour des raisons qui tenaient justement à la guerre économique, mais aussi à d'autres formes de conflictualité. Et puis pour être tout à fait honnête, puisqu'on est entre nous en petit comité, je dois dire que je voulais éviter que tel ou tel de mes collègues au Parlement, qui étaient notoirement proches d'États étrangers, préemptent ce sujet. Ouais, je dis les choses franchement. Bon, ça arrive. Hein. Bon.
Et donc, je propose à Jean-Pierre Raffarin, à l'époque, une mission sur la coordination des services de renseignement. Il me dit, c'est trop compliqué, on ne peut pas faire un rapport public là-dessus, tu comprends. Bon, je comprends assez rapidement. Et puis, je comprends aussi qu'il va me donner un lot de compensation, en quelque sorte, ou de consolation. Et son directeur de cabinet me rappelle le lendemain, me dit, est-ce que tu peux revenir, Jean-Pierre a un truc à te proposer. Et il me propose l'intelligence économique. Alors, moi, en habitant du Sud-Ouest, je dis Quesaco, donc je relis rapidement le rapport Martre, et j'accepte, mais à la condition d'écrire ma lettre de mission, signée Jean-Pierre Raffarin. C'est ce qui va se passer. Et donc, en 2003, je vais rapidement m'entourer d'une petite équipe de spadassins, issus du ministère de l'Intérieur, un gars de la DST, un sous-préfet, un diplomate, un ingénieur de l'armement qui était égaré au ministère des Finances, une fille qui était à la Banque de France, un garçon qui avait été au cabinet d'Arthuis. Et avec cette petite bande, on va, en 4 mois et demi, auditionner 400 personnalités françaises, la moitié du CAC 40, enfin des patrons du CAC 40, tous les patrons de laboratoires publics, des grandes entreprises françaises, donc des services de renseignement, y compris d'ailleurs des agents anglais d'une officine de renseignement bien connue. C'est notre gars de la DST d'ailleurs qui va faire l'interrogatoire en quelque sorte, dans une pièce sombre, un moment croquignolesque. Et puis au fil des entretiens, on se rend compte de ce qu'est véritablement l'intelligence économique, c'est-à-dire la réponse à une mondialisation agressive qui emprunte tous les chemins de la puissance. Voilà. Merci. On va revenir sur le rapport, bien sûr. Donc, vous avez cité ce fameux colloque qui était dans cet amphithéâtre, effectivement, début décembre 2003. On part tranquillement en vacances, et bim, pendant les vacances, alléluia, on apprend le 31 décembre la nomination d'un certain Alain Juillet comme haut responsable de l'intelligence économique. Jusque-là, vous n'étiez pas très connu dans le monde de l'IE, vous étiez dans l'ombre, on peut dire ça comme ça. Et donc, voilà, qui est Alain Juillet, fin décembre 2003, qui prend ce poste nouveau pour la République française, pour l'État. Oui, tu rappelles, quand on a eu... D'abord, bonjour à toutes et à tous. Oui, quand il y a eu ce fameux colloque en décembre, la réunion en décembre avec Nicolas Sarkozy, qui était ministre de l'Intérieur et qui avait présenté le travail de Bernard, j'avais appris 3 jours avant que j'allais prendre la responsabilité. J'étais là, mais je ne pouvais rien dire puisque je n'étais pas nommé officiellement. Donc oui, effectivement, c'est un sacré souvenir. Et moi, j'ai l'impression de boucler la boucle en me retrouvant aujourd'hui ici. Et puis, on a fait plein de choses après. Bon. Mais pour revenir sur, moi, pour un peu, comment j'y suis arrivé en définitive, parce que c'est ça, pourquoi on m'a nommé à ce moment-là. Je pense qu'il y a toute une histoire. D'abord, j'avais fait, moi, quand j'étais patron d'un groupe qui s'appelait Jacob Suchard, du chocolat, du café, Jacques Vabre, chocolat Suchard, ainsi de suite. Je m'étais rendu compte qu'on était faible sur le marketing et j'étais parti faire un stage de 3 semaines. À l'époque, j'étais directeur général du groupe. Je suis parti faire un stage de 3 semaines à Berkeley, aux États-Unis, en 90. Et sur le marketing. Et c'était les meilleurs au monde à l'époque en marketing. Et durant ce stage, j'avais découvert qu'il y avait les techniques de marketing de l'époque, de communication. Et j'avais découvert l'influence, parce que le marketing, c'était de l'influence, d'une forme d'influence. Et puis j'avais aussi découvert une autre partie dont on ne parlait jamais, c'est le renseignement économique, à savoir s'informer sur les concurrents, le fameux benchmarking. Et donc ça m'avait ouvert des horizons. 3 ans après, il y a eu un séminaire, donc en 93, juste avant le rapport Martre, un séminaire à Bruxelles organisé par Contrôle Risque, par les Anglais de Contrôle Risque, dont tout le monde savait que c'était les services secrets anglais qui formaient l'ossature de cette entreprise, et qui a fait un séminaire très fermé pour les responsables d'entreprise sur la sécurité et le renseignement d'entreprise. Où ils nous ont expliqué, c'est la première fois en Europe, à ma connaissance, qu'il y avait un séminaire où on nous expliquait comment on faisait du renseignement d'entreprise. C'était très intéressant. Et bon, donc moi, ça m'est rentré. J'ai commencé à le faire dans le cadre de mes activités d'entrepreneur.
Bon. Quand je suis été nommé à la DGSE, j'ai été nommé en 2000, j'ai été nommé à la DGSE. On m'a dit, à ce moment-là, l'équipe du président de la République, M. Chirac, du président de la République, m'a dit, bon, tu vas, entre autres choses, tu es chargé de développer l'intelligence économique. Enfin, à l'époque, ils n'appelaient pas ça intelligence économique. Ils disaient le développement économique, renseignement économique au niveau de la DGSE. Donc, j'ai dit très bien. Et puis, en définitive, au bout de 2 ans, quand on s'est rendu compte qu'on n'y arrivait pas, parce qu'on avait un mal de chien à faire travailler les fonctionnaires de la DGSE sur les problèmes économiques, parce qu'ils n'avaient pas été formés pour ça, hein. Donc ça prenait du temps. À ce moment-là, Jean-Pierre Raffarin, qui était Premier ministre, et puis Michel Léomary, la ministre de la Défense, m'ont dit « On a un truc pour toi, tu vas lancer l'intelligence économique en France. » Alors là, j'ai dit « Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ?» Et on m'a dit « Voilà, il y a un rapport fait par Bernard Caillon, voilà le rapport. » On m'a passé un exemplaire du rapport qui venait d'être imprimé, mais c'était tout récent, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. On m'a dit, voilà, tu vas. Alors j'ai dit, bon, où je suis ? On m'a dit, ben, tu seras auprès du Premier ministre. J'ai dit, ça c'est bien, parce que ça permet d'avoir quand même un certain nombre de pouvoirs. Et puis quand on a voulu m'installer dans les bureaux à Matignon, il n'y avait pas de place. Alors on m'a dit, ben, on va te mettre au secrétariat général de la Défense nationale, qui était dirigé par Jean-Claude Mallet. Je me suis retrouvé à la Défense nationale. On m'a donné un bureau, un téléphone, hein, le téléphone du gouvernemental et puis un téléphone normal, le bureau, et puis on m'a dit, ben, débrouille-toi. Je n'avais ni budget, ni personnel, même pas une secrétaire, il fallait que je démarre. Et c'est comme ça qu'on a commencé l'intelligence économique. À la française. À la française. Alors justement, on va revenir sur le contexte général, les causes et les circonstances, en commençant bien sûr par le rapport Martre. Donc on est en 1992, il y a un groupe de travail qui se réunit au sein du commissariat général du plan. Christian Blot, ce serait intéressant de rappeler ce que c'est, parce que ça n'a rien à voir avec l'actuel haut commissariat au plan de François Bayrou. C'était très différent. Pourquoi la décision de faire ce rapport ? Ça, vous l'avez déjà un peu évoqué. Mais qui faisait partie de ce groupe de travail, globalement ? Martre a porté le rapport et son nom a donné le nom au rapport. Mais qui a vraiment écrit ce rapport, en fait ? Et puis, comment ça s'est organisé ? Et évidemment, la fameuse question, parce que certains discutent encore des fois sur les réseaux sociaux du terme, pourquoi ce choix, effectivement, innovant d'intelligence économique ? Alors, première remarque, à 30 ans après, je me suis rendu compte que, hélas, quand on a commencé à travailler sur le rapport, on est passé à côté de quelque chose de très, très, très important, qui était l'acquis de la période du général de Gaulle, fin des années 50, début des années 60. C'est-à-dire qu'on était victime d'une rupture de mémoire collective, et le général de Gaulle, à l'époque, avait une vision, avait déjà, au sein même du plan, permis des démarches qui ressemble fortement à l'intelligence économique, c'est-à-dire d'envoyer un certain nombre de chargés de mission au Japon, aux États-Unis, notamment parce que le cœur, à l'époque, des préoccupations, c'est l'industrie informatique. Et un homme comme Jean-Michel Treille, que m'avait fait rencontrer plus tard le général de Marolles, a été un des premiers à parler de renseignement économique dans un ouvrage. Et c'est vrai qu'il n'en existait quasiment pas à ce moment-là. Et ce qui est très important, c'est, je dis, on est passé à côté de ça. On est passé à côté de ça, ce qui veut dire qu'il faut toujours être très modeste vis-à-vis de cette réalité, dans le sens où ça nous aurait été énormément utile d'avoir cette première brique. C'est-à-dire de découvrir, par exemple, que l'homme qui s'était opposé au général de Gaulle dans une vision de politique de puissance dans l'industrie informatique, eh ben, c'était un des plus gros chefs d'entreprise français. Donc, première grosse contradiction. D'un côté, un politique qui a une vision, et de l'autre, un homme qui, lui, ne pense qu'à son groupe industriel, ne croit pas à cette vision et va quasiment participer à une partie du sabotage de cette vision. Donc cette contradiction-là, si on l'avait eue à l'esprit, elle nous aurait été très utile pour bien comprendre qu'on était dès le départ sur un champ de mine, c'est-à-dire les contradictions de la société française, et pas un monde parfait qui ne demandait qu'à grandir, etc.
Donc ça a été un énorme problème de ne découvrir ça qu'après, bien longtemps après. Ensuite, le deuxième problème, au début, on voulait faire un groupe de travail sur le renseignement économique. Et le plan s'est opposé à ça, car au plan, il y avait deux groupes, les ultralibéraux d'un côté, les tiers-mondistes de l'autre. Et ils ne voulaient pas entendre parler de deux mots. La puissance, parce que moi, tout ce que j'essayais d'amener à ce moment-là, c'était de bien montrer que l'information était un élément déterminant pour accroître la puissance d'un pays par le biais de l'économie. Ça, à l'époque, c'était impossible à dire au sein même du commissariat du plan, et malgré le soutien indirect d'Édith Cresson, qui venait à peine de quitter Matignon. L'autre élément qui a été déterminant aussi, alors pourquoi on se centrait sur le renseignement? Parce que ça rejoint ce que disaient Alain et Bernard. C'est-à-dire qu'on sentait bien que la colonne vertébrale initiale, elle était là. Quand le général de Marolles, là je vais livrer le seul secret qu'il m'a livré, à l'époque où il dirigeait le SDEC, arrive et met sur la table deux plans stratégiques de groupes industriels japonais et les donne à des chefs d'entreprise du groupe, enfin de l'industrie automobile française, et qui disent mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là, on est devant une deuxième contradiction énorme, c'est-à-dire il y a les services de renseignement français qui ont travaillé, qui ont marqué des points, et en face, on a deux PDG qui ne savent pas quoi en faire. Bon, deuxième contradiction lourde. Donc on n'a pas appelé ça renseignement, et on s'est dit ben, on va être pervers, au bon sens du terme, on va jouer avec les mots. Les Britanniques appellent ça intelligence. Et ben on va prendre le mot intelligence et on va appeler ça intelligence économique. Alors je sais que ça a été très controversé, cette expression, on s'est moqué de nous, ils sont plus intelligents que les autres, etc. Mais ce que les autres ne comprenaient pas, justement, c'est que c'était vraiment une stratégie voulue pour qu'on n'abandonne pas la double dimension, source ouverte et source fermée. Et en fait, finalement, 30 ans après, je me suis dit que même s'il y a encore toute une partie du système qui refuse cette expression a le mérite d'exister parce qu'elle combine les deux univers, le monde du renseignement d'un côté et le monde des sources ouvertes de l'autre. Et troisième élément que je crois très important lié à cette histoire, c'est qu'en fait, petit à petit, on a réussi à faire passer une idée essentielle qui était que l'information allait devenir, et ça rejoint ce que disait l'amiral Coustia, un élément vital du fonctionnement de l'économie, du développement, mais qu'on ne pouvait pas la désynchroniser des rapports de force. Donc, on parle de l'expression-là, guerre économique. Alors, à l'époque, c'était impossible d'utiliser l'expression. C'est-à-dire, il y avait ces interdits. Donc, je répète, interdit sur le mot renseignement économique, interdit sur le mot puissance économique. Et surtout, j'insiste lourdement, comment accroître la puissance par l'économie. Dans la première partie du rapport Martre, si on met en avant le Japon, par exemple, c'est pour bien montrer qu'il y a un cas d'école, là. Vous l'avez sous les yeux. Dans le groupe de travail en Martre, sur l'ensemble des participants, je dirais à peine 5-6% avaient compris ça. Ça aussi, c'est un élément qu'il faut bien garder en tête. Donc, tous ces éléments-là réunis font que le challenge était très, très difficile. Parce que quand on se heurte à des contradictions comme ça, à des interdits de ce type, vous imaginez bien que faire germer un nouveau concept de ce type, c'est compliqué. Et sachant, et je termine là-dessus, que l'expression intelligence économique, la définition du rapport Martre, parce qu'on nous a obligés à le faire, se rabat sur une définition méthodologique du cycle du renseignement. C'est déjà pas mal. Mais ce que nous voulions, nous, c'est de dire, on est très orienté défensif, il va falloir devenir offensif. Et offensif pour accroître la richesse de ce pays par des démarches informationnelles liées à l'activité des entreprises. Alors là, il est évident qu'en disant ça, on était dans la troisième dimension, ou la quatrième même, devrais-je dire, et c'était quelque chose qui ne passait pas. Donc c'est une révolution culturelle. Comme on est entre nous, est-ce qu'on peut dire que certains n'ont pas joué le jeu? Je pense peut-être à certains ministères à l'époque.
entre autres. Ça a été compliqué parce que tu parlais de politique tout à l'heure. Bon, il y a Édouard Balladur qui a présidé un comité compétitivité et sécurité économique. Lui, je pense qu'il avait compris. Mais il a demandé à des gens de venir. Monsieur Jaffray d'Elf, il venait, lui, un peu comme s'il avait vu de la lumière et qu'il fallait, il fallait peut-être se réchauffer dans une pièce. Il ne savait pas pourquoi il était là. Rappelez-vous qu'un grand scientifique était là, il avait découvert Luc Montagnier. Voilà, le test du sida. Et 1 an plus tard ou 2 ans plus tard, il partait aux États-Unis. Et il avait un peu oublié pourquoi il était là aussi. Non, il y avait un problème réel. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et le système étatique, il n'était pas du tout préparé pour encaisser un tel choc. Et c'est vrai que, sans revenir sur la politique politicienne, mais si Édith Cresson n'a pas réussi à faire évoluer le ministère de l'économie et des finances, c'est parce que la direction du Trésor n'avait pas cette culture. Et force est de constater, c'est pas Bernard qui va me contredire, ni rien, elle ne l'a toujours pas. Elle a la culture de emprunter avec des taux relativement bas, gérer un certain nombre de contradictions propres à la fiscalité, faire rentrer les impôts, avoir une culture sur la statistique. Mais dès qu'on va sur les terrains dont vont nous parler Bernard et Alain, il n'y a plus grand monde. Et pour terminer, est-ce que la grande réussite du rapport Martre, ce n'est pas les formations? On est en 94, 96, le master de Poitiers est créé par l'équipe Intelco. L'équipe Intelco crée dans la foulée l'école de guerre économique. Est-ce que ce n'est pas ça, finalement, le principal apport du rapport Martre? Moi, je dis qu'il y a eu 2 grandes victoires de l'intelligence économique. C'est, d'une part, comme tu viens de le dire, de commencer à créer une culture écrite qui se traduit par, effectivement, des formations qui ont traversé toutes les péripéties. Et il y en a une deuxième qui est très, très importante. Il y a un certain nombre de représentants de cette deuxième victoire dans la salle. C'est la naissance d'un marché privé de l'information en France qui n'existait pas et qui est devenu très dynamique et qui est devenu très puissant. Moi, ce que je regrette, malheureusement, c'est ce que voulait faire Bernard et qui, pour le faire, il aurait fallu qu'il soit au moins secrétaire d'État ou ministre, c'est-à-dire de développer une politique publique d'intelligence économique. Cette politique publique d'intelligence économique, c'est encore dans les cartons. Et je crois que Bernard, lui, il avait quelque chose dans les cartons. Et il pouvait le mettre en avant. Et 30 ans plus tard, ça reste un enjeu. Et je crois qu'Alain était largement prêt à le suivre dans cette aventure. Justement, ça me permet de faire la transition avec le rapport de Bernard, qui d'ailleurs s'appelle Cohésion sociale, il me semble, l'intelligence économique et cohésion sociale. C'était pour faire chic, Jacques Chirac aimait bien cette expression. C'est vrai que c'est l'homme de la fracture sociale. De temps en temps, il faut baiser la babouche. Alors justement, alors on ne va pas reprendre toutes les propositions du rapport Carayon, évidemment, mais vous proposez notamment, ça c'était un slogan qui avait quand même été assez intéressant, c'est 3 mariages et un enterrement. Hein, le mariage des... Parce que c'était un film à l'époque oui, qui était connu. Qui est passé hier soir d'ailleurs. Enfin, il y en avait 4 des mariages. Mais... Donc là, il n'y en a que 3. Le mariage des administrations entre elles, du public et du privé, et de l'information blanche avec celle qui l'est un petit peu moins, et l'enterrement, celui des naïvetés françaises. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Et surtout, ce rapport met en avant une notion dont on ne parle plus trop aujourd'hui d'ailleurs, et qui à l'époque était aussi pendant longtemps un gros mot, comme renseignement influence, c'était le mot de patriotisme économique. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu? Je crois que vous avez aussi levé 5 tabous lors de ce rapport. Avant de répondre à ta question, je voudrais quand même revenir sur le rapport Martre. Bien. Pour souligner que Christian a eu beaucoup de mérite pour travailler au sein de ce groupe, avec les idées qu'il avait, avec les intuitions qu'il exprimait, et avec la stratégie qu'il avait à l'esprit. Parce que déjà en 1994, il y avait eu une confrontation sur la question de la mondialisation entre Francis Fukuyama et Samuel Huntington. L'avenir a donné raison à Samuel Huntington. On est plus aujourd'hui dans le choc des civilisations que dans la fin de l'histoire. Il faut bien comprendre qu'en 1994, quand sort le rapport Martre, sortent également des accords de Marrakech, l'Organisation mondiale du commerce qui prend la suite du GATT, et qu'on est dans cette idéologie libérale qui va emprunter parfois des chemins ultralibéraux, de l'effacement des frontières, des nations, des États, One World, conception globalisée du monde,
qui fait en fait la jointure entre la mondialisation et la globalisation des comportements, des idées, etc., à travers la libre circulation des hommes, des idées, des technologies et des capitaux. Je peux jeter un petit pavé dans la mare, parce que tu parles de Fukuyama. En 2022, j'étais aux universités d'été du MEDEF, hippodrome de Longchamp, et Fukuyama, donc la fin de l'histoire, qui s'est trompé, donc, était invité par le MEDEF pour expliquer pourquoi il s'était trompé. Et je me demande si on ne ferait pas mieux d'inviter Arbelot que Fukuyama. C'était juste un petit pavé dans la mare. Mais le MEDEF s'est toujours si trompé. Le MEDEF est présent ici. Non, mais le MEDEF s'est toujours trompé. C'est vrai. Non, mais le MEDEF s'est toujours trompé. Et le MEDEF ne peut que se tromper sur ces sujets, puisqu'il représente la totalité des entreprises installées en France, et pas exclusivement les entreprises françaises. Donc il ne peut pas réagir selon notre grille de lecture, qui est la défense des intérêts nationaux. Bon. Donc il y avait ça. La deuxième chose, c'est que Henri Martre n'aimait pas l'expression de guerre économique. Il l'abhorrait. Il l'abhorrait. Il m'a écrit une lettre. Je crois que je l'ai transmise d'ailleurs à Charles Palavance. Je crois que c'est le seul à laquelle j'ai transmise, mais je te la filerai, Christian, où il s'exprime sur ce sujet. Bon, c'est comme ça. Il n'avait pas non plus beaucoup de défiance à l'égard des États-Unis, puisqu'il est rentré chez Carlyle quelques temps après, le fonds d'investissement américain. Bon. Et puis, Martre, à l'époque, fait l'impasse sur les institutions administratives et publiques mises en place par les États-Unis en matière de guerre économique. Et elles sont anciennes. Dès 1933, il y a le Buy American Act, que l'on rêve d'instituer en Europe 80 ans ou 100 ans plus tard. Hein. Non, mais c'est extraordinaire. Ensuite, en 1955, c'est la Small Business Administration qui met en place un plan de soutien prioritaire, de préférence nationale pour les PME américaines. Puis c'est l'Advocacy Center une année avant le rapport Martre. Et en même temps que se mettent en place des groupes de travail au Congrès américain pour préparer le Cohen Act en 1996, c'est-à-dire une vraie loi sur la protection du secret des affaires, c'est-à-dire une loi pénale. Bon, j'y reviendrai peut-être d'ailleurs tout à l'heure sur la question. Bon, je crois que là aussi on a loupé le coche et qu'on n'a pas voulu tirer toutes les conséquences de la puissance de l'extraterritorialité du droit américain et aujourd'hui maintenant du droit chinois. Bon, bref, en 2003, effectivement, sort cette formule qui, à l'époque, fait mouche parce que tout le monde a vu le film. Marier les administrations publiques, pas commode, parce que chacune a sa culture, ses codes, ses réflexes. À l'intérieur, c'est la DST, c'est-à-dire aujourd'hui la DGSI. C'est des flics de très bon niveau, le goût naturellement du secret, mais qui considèrent que tous les autres ne peuvent pas partager la même culture du secret. Bon. Le ministère des Finances, c'est l'arrogance incarnée, c'est-à-dire, puisque c'est nous qui payons, c'est nous qui commandons, selon un vieux principe. Bon. Aux affaires étrangères, on considère avec un peu de morgue tout ce que font les autres, et tous les autres considèrent qu'au ministère des Affaires étrangères, on prend un whisky à 11h et le thé à 5h. Bon, non, mais c'est un peu ça. À la défense, il n'y a guère que les deux principaux services de renseignement, dont la DGSE, qui officiellement n'est en charge que de missions de protection et non pas de missions offensives. Bon. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y a les autres ministères comme la recherche, qui ne s'intéressent absolument pas à ça, parce que la culture dominante de la recherche, c'est le partage du progrès scientifique. On est les seuls couillons à le penser dans le monde. Non, mais c'est vrai. Bon. L'agriculture, on n'y songe pas. L'éducation, n'en parlons pas. Aux universités, ce sont des sujets qui sont cochons. Bon, bref, marier les administrations publiques entre elles, c'était le premier défi. Ensuite, c'est le mariage entre le public et le privé. Quand j'ai procédé à mes auditions, j'ai interrogé, bien sûr, les représentants des grands syndicats de salariés et patronaux. Bon. Il y en a un avec lequel je me suis bien entendu, c'était le numéro 2 de la CGT. C'était le seul à avoir réfléchi, Jean-Christophe Ledugou, que tu as dû rencontrer, qui était remarquable. On a été ensemble ensuite au conseil d'administration du Fonds stratégique d'investissement créé par Sarkozy, sur les préconisations que j'avais faites. Il avait parfaitement compris l'enjeu. À SFDT, n'en parlons pas. AFO. Mais non, mais je vous assure, c'était une misère, comme on dit aujourd'hui. C'était la misère. La réflexion syndicale
C'était la misère. Mais ce qui est rassurant, c'est que ça n'a pas changé. Alors, ensuite, les PME, j'avais l'impression que je leur parlais javanais ou chinois, et au MEDEF, c'est considéré, pas comme un pestiféré, parce qu'ils sont relativement bien élevés et hypocrites, mais honnêtement, ils considéraient que c'était l'affaire des entreprises, que chacun devait travailler dans son coin, selon ses intérêts, selon ses clients, selon ses marchés, selon ses caractéristiques. Bon, bref, ils avaient, comme d'habitude, rien compris. Bon. Un seul, peut-être, Denis Kessler, qui est mort il y a peu de temps, qui, lui, avait parfaitement pigé les enjeux. Bon, bref, marier le public et le privé, c'était également une gageure. Puis ensuite, marier la formation ouverte avec la formation, enfin la blanche avec la grise ou la noire, c'était un autre enjeu. Et c'est la raison pour laquelle, dans mon rapport, j'ai préconisé que la DST, c'est-à-dire la DGSI actuelle, soit en charge de la coordination, et notamment à travers la sous-direction de la protection du patrimoine scientifique. Alors ça, c'est les mariages. Je crois qu'il y a un enterrement aussi. L'enterrement des naïvetés françaises. Alors, c'est vrai qu'il y a un peu moins de naïveté aujourd'hui qu'il y en avait à 20 ans. Mais attends, je vais te parler des tabous ensuite. C'est important, les tabous. Les totems et tabous en France, il n'y a pas que Freud qui les a inventés. Il y a l'administration française aussi. Qu'est-ce que je disais Donc, il y avait 5 tabous. Oui, alors, sur les 5 tabous, le premier, c'est effectivement celui de la politique publique. Et là, je me foutais à dos beaucoup d'entreprises. Même si les dirigeants de grands groupes que je rencontrais en bilatéral me disaient tous la même chose. Ils me parlaient tous de guerre économique, sans toutefois toujours utiliser cette expression, mais ils ne parlaient que de ça. J'ai entendu des mots terribles, orduriers, pour qualifier certains de nos vieux amis, que sont les Américains, les Britanniques, les Allemands. C'était des mots orduriers de la part de grands patrons du CAC 40. Bon. En privé, je le raconterai. Pas là, quand même. Bon. Il fallait donc faire sauter ce tabou que la protection des entreprises, leur accompagnement sur les marchés internationaux, lutte d'influence dans les organisations internationales, la formation, tout ça relevait du secteur privé. Et puis, à travers cette politique publique, il fallait mettre en place des dispositifs de protection juridique, technologique et financière. C'est comme ça qu'est né le FSI, qui est devenu la BPI, mais qui ne fait pas le boulot que je l'avais demandé au départ. La protection juridique, ce sont les filtres sur les investissements étrangers et essentiellement extra-européens, un boulot auquel s'est attelé Alain. Et puis technologique, ça devait être l'évolution de la DC SSI ou SGDN, qui est devenue l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui maintenant a engagé enfin un mouvement de déconcentration dans les régions auprès des préfets de région. Bon. Premier tabou. Deuxième tabou, c'était de s'attaquer au dogme de l'Union européenne. Parce que vous savez, aujourd'hui, l'Union européenne, c'est la Commission. Le reste, c'est du blabla. Il y a les conseils européens avec les chefs d'État et de gouvernement qui se rencontrent, etc. On ne comprend jamais ce qui va en sortir, parce que le langage est un langage extrêmement empoulé. Et puis il y a le Parlement européen où tout le monde s'étripe. Bon. Donc c'est la Commission qui profite du vide. Ce que j'ai dit, c'est que à la fois la politique de la concurrence qui laisse entrer sur le marché européen des groupes extra-européens, chinois, américains, bénéficiant d'aides publiques, alors que ces aides publiques sont interdites aux groupes européens, c'est une foutaise. C'est bien le moins qu'on puisse dire, non? Bon. Je dis un jour à Sarkozy, au lendemain de la crise de 2008, au président Sarkozy, pardon, qui allait assister à un conseil européen, t'as qu'un mot à utiliser si tu veux faire bouger les choses, c'est le mot réciprocité. Il me dit, t'es fou. Jamais ils vont accepter. Bon, il l'a lancé. Je ne veux pas dire timidement, parce qu'il n'était pas timide, Nicolas Sarkozy, mais il l'a lancé. Mais évidemment, ça a été suivi de rien. Le principe de réciprocité, c'est un principe qui a été longtemps exclu du langage et des textes européens. Et puis, aujourd'hui encore, la notion de filtre des investissements extra-européens est une notion qui repose sur le volontariat. Les dispositifs de filtrage ne sont pas obligatoires. Or, il y a, de mémoire, 4 ou 5 pays, encore en Europe, où ces filtrages ne fonctionnent pas, et qui sont des portes d'entrée
pour des investissements, notamment chinois. Bon. Derrière cette question européenne et la question de la politique publique se profilait un autre sujet que la crise du Covid, crise ukrainienne ont révélé, c'est la question des dépendances stratégiques. Les dépendances. Figurez-vous que le concept même de dépendance était exclu de la pensée publique et même privée, et même des entreprises. Notion de dépendance. Quand on fabrique plus de vaccins, on est dépendant de la fourniture des autres. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils ont comme réflexe? C'est de filer les vaccins à leurs nationaux, avant de les exporter. Bon. Premier exemple l'exemple, malheureusement, a été bien compris par les Européens qui ensuite sont mis à acheter sur le marché mondial des vaccins, etc., qu'ils ne faisaient pas. Bon. La France, d'ailleurs, était le seul pays à l'époque du Conseil de sécurité des Nations Unies qui n'avait pas produit de vaccins. Bon. Mais cette notion de dépendance stratégique, elle était exclue parce que, premièrement, le débat n'était pas encore ouvert sur la notion d'entreprise française, c'est-à-dire d'entreprise nationale, et d'entreprise stratégique. Un jour, je vais faire une conférence à l'ENA. Je vais voir des jeunes gens et des jeunes filles, évidemment très bien élevées, tous très bien cravatés, à Strasbourg, pour leur parler de guerre économique. Bon. Et puis à la fin de mon speech, il y a un étudiant qui s'enhardit, se lève et pose une question. Et avec un ton prétentieux, me dit « Monsieur le député, à l'ère de la mondialisation, comment peut-on encore parler d'entreprise française ?» Je lui dis « Merci naturellement de cette question, parce que chaque fois que je fais une conférence sur ce sujet, il y a toujours un con qui me pose cette question. Et aujourd'hui, le con, c'est vous. » Tous ces camarades, vous savez, qui luttaient pour la notation, parce qu'à l'époque, à la sortie de l'ENA, on était notés, hiérarchisés, etc. Bon, il y avait les bons qui allaient à l'inspection des finances, les mauvais qui allaient au ministère du Travail, etc. Bon. Eh bien oui, remarquez, ça n'a pas changé. Bon. Et donc, j'ai dit, c'est tout à fait normal. Rasseyez-vous, le type était empourpré, il transpirait, il avait perdu 40 places dans le classement, pensait-il. Bon. J'ai dit, mais attendez, quand il y a eu le conflit sur l'Irak, et que Chirac a dit non, on n'envoie pas des hommes, hein, on s'est fait boycotter aux États-Unis. Il y a une entreprise Sodexo qui était candidate pour le marché de la bouffe du Pentagone. Aux États-Unis, Sodexo, il y avait des cuisines partout, il y avait le drapeau américain sur la cuisine, les salariés étaient américains et la bouffe était américaine, c'est-à-dire dégueulasse. Bon, donc il y avait toutes les conditions étaient réunies pour qu'on puisse vendre la nourriture au Pentagone. Bon. Mais pourtant, c'était boycotté. Alors ensuite, le boycott a été levé. Quand un président de la République accompagne des chefs d'entreprise à l'étranger au moment de la signature des contrats, en faisant croire d'ailleurs que c'est lui qui a obtenu la signature du contrat. Bon. Il emmène, à l'époque c'était Bombardier qui était dans le nord de la France, qui était canadien. Bon. Il emmène Alstom ou Bombardier? Il emmène Alstom. Bon. Ça veut bien dire qu'il y a une nationalité des entreprises qui dépasse les critères juridiques classiques qui sont vendus très cher par les avocats, par mes confrères. Bon. Ensuite, entreprise stratégique, c'est des secteurs dans lesquels les dépendances sont cruelles. Aéronautique, défense, technologie de l'information, santé, énergie, spatiale, etc. Bon. Je commence à faire cette litanie. Mais l'histoire a montré que la santé, c'était bien stratégique, que pour l'énergie, on faisait la guerre. Enfin, c'était des choses qui étaient élémentaires. Mais on n'arrivait pas à le penser, on n'arrivait pas à le croire. Bon. Les deux derniers tabous, c'était la politique industrielle. Je me souviens quand j'ai présenté un rapport pour la Commission des finances sur les nouveaux outils de la politique industrielle qui a été mis en place par Chirac. Le président de la Commission des finances, qui était un centriste, donc très mou, mais je vois que certains se reconnaissent, c'est ceux qui n'ont pas réagi. Il m'a dit, dans le fond, tu n'es qu'un colbertiste. Mais je lui ai dit, mais c'est ma décoration, c'est ma légion d'honneur. Je suis colbertiste, je suis un colbertiste libéral. Moins d'impôts, mais plus d'intervention. Bon. Ensuite, il faut faire la gymnastique pour y arriver. Bon. Et puis 4 et 5, le patriotisme économique. J'ai lancé ce concept, j'ai souvent dit, dans le mépris des élites et le silence des médias. M. Hortet a des quantités d'économistes
je ne vais pas citer les noms, ils y étaient tous, qui me traitaient de fachos pour les plus méchants, ce qui est vraiment faux, de réac, d'archaïque, etc. Et j'avais beau leur expliquer que le patriotisme économique était la nourriture de tous nos grands concurrents, et même des petits, j'y parvenais pas. Alors, je me suis mis à utiliser une formule de Romain Gary, le patriotisme c'est l'amour des siens quand le nationalisme c'est la haine des autres. Ça m'a permis de faire passer la valise à la douane assez facilement. Et puis surtout de rappeler que le patriotisme économique repose sur le principe de réciprocité. Autorisez-moi ce que je vous autorise. Rien de plus, rien de moins. Mais pour ça, il faut du courage. Et c'est bien de cela dont l'État manque. Bonne transition. Alors justement, dans ce marécage, Alain Juillet, pendant 5 ans, je crois, au SGDN. Ouais, un peu plus. Qu'est-ce qu'on fait pendant 5 ans? Quelle victoire on remporte dans cet environnement français qui est pas, et international qui n'est pas simple? Comment on trouve des marges de manœuvre, en fait? Bon, bah d'abord, il faut bien dire que quand le rapport de Bernard est sorti, c'était ça, ma feuille de route, elle était simple. Moi, heureusement d'ailleurs, il avait fait à la fin de son rapport toute une série de propositions. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas seulement la réflexion, il y avait aussi des propositions d'action. Ce qui a énormément facilité la tâche, pour moi et pour tous les autres derrière d'ailleurs. Hein. Le problème, c'était effectivement qu'il y avait beaucoup de propositions et qu'on ne pouvait pas tout faire en même temps. Hein. Compte tenu de l'environnement qu'il vient de décrire et qui était très clair. Hein, et dont parlait aussi d'ailleurs tout à l'heure Christian. Moi, ce que j'ai fait au départ, d'abord, c'est que j'ai essayé. Alors là, j'étais tout seul, alors j'avais le temps de trouver une assistante et puis un ou deux collaborateurs. J'ai commencé par essayer de voir quelles étaient, dans toutes les mesures, celles qu'on pouvait prendre tout de suite, parce qu'elles étaient faisables rapidement, et celles qui étaient impératives, parce que c'était la base pour construire la suite. Bon, et pour ça, moi, j'ai consulté, alors des gens, on en a parlé pour certains, on a consulté, pour moi, ce qui était mon patron et celui qui m'a appris l'enseignement dans ma vie, c'est le général de Marolles, que pour moi, qui a été le plus grand l'homme des services secrets français depuis la Deuxième Guerre mondiale. Avant, c'était un autre qui s'appelait Bertrand, mais un jour, on en parlera. Donc, je vais aller le voir, parce que lui, à l'époque, travaillait pour Elf Aquitaine. Enfin, à l'époque, c'était Elf Aquitaine. Et il m'a donné sa vision en me disant, voilà, dans tout ça, moi, je pense que ça et ça et ça, c'est important. Donc, c'était une première. J'ai vu Potra, le préfet Potra, qu'il ne faut pas oublier, qui avait été un des pères, au départ, de l'intelligence économique avec Christian et avec d'autres. Et le préfet Potra, qui était au SGDN à ton époque, mais qui après, moi, à mon époque, il était préfet de région en Normandie. J'ai vu Édith Cresson, avec qui j'avais travaillé quand elle était ministre du Commerce extérieur, il y a très longtemps, et en particulier sur 2 ou 3 coups en Russie. Donc, donc là aussi, j'étais à la voir en disant, écoutez, vous connaissez bien, ça vous intéresse, quels sont... Donc je me suis fait une sélection. Et c'est sur cette sélection qu'on a commencé à mettre en place un certain nombre de choses, avec en particulier quelque chose qui est... Quand on vient d'entendre ce que disait Bernard, on peut apprécier le truc. J'avais réussi à mettre en place un espèce de conseil, non pas des ministres, mais des responsables d'intelligence économique dans tous les ministères. Et dans chaque cabinet ministériel, on avait un correspondant de l'intelligence économique. Et je les réunissais tous les 15 jours à Matignon. On faisait une réunion de travail pour se coordonner et commencer à faire rentrer l'idée d'intelligence économique dans les ministères. Pas évident du tout. La DGSE dont je venais n'a pas dit un mot pendant 4 ans. Elle venait, elle était obligée, parce qu'elle était convoquée par le Premier ministre, mais pas un mot pendant 4 ans. Voir les relations qu'on pouvait avoir. Et Bercy, c'était pas très facile, comme tu l'as expliqué. Ça a été d'autant moins facile que Bercy s'est rendu compte au fur et à mesure que c'était quelque chose qui pouvait impacter ce qu'il faisait. Et donc, ils se sont bloqués de plus en plus face au système pour trouver une parade et récupérer le système. Alain, juste oui. Une remarque sur la DGSE, mais rappelle-toi que dans un groupe de travail que tu as initié et qui est avant-gardiste sur le risque informationnel, ils avaient présenté un rapport génial sur le cas Finmeccanica,
Ah oui. où il y avait toute la démonstration Mmh. de comment un État aussi faible que l'Italie, en apparence, Oui. était Capable de monter un. absolument redoutable, au-delà Ouais. des crises ministérielles, de mener une opération de puissance sur un enjeu Oui, c'est vrai. fort. C'est vrai. On a oublié de Oui. citer la délégation générale à l'armement, non pas simplement parce que c'est le partenaire du colloque, Oui, tout à fait. mais qui a toujours été un pilier précieux, Pour très l'intelligence. solide pour les questions d'intelligence économique. Ah ben absolument, qui est Vraiment, délégué aussi quelqu'un. Remarquable, absolument. D'ailleurs aujourd'hui, ce colloque sera fermé par le délégué général de l'armement, donc ils continuent à se passionner pour l'intelligence économique puisqu'ils sont là encore aujourd'hui. Oui, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait des grandes difficultés à établir une coordination entre tout le monde et faire émerger des informations, parce que chaque ministère fonctionne en silo en France et il y avait beaucoup de mal à échanger. Donc ça, c'était un vrai problème technique. Bon, mais ceci étant, il est indiscutable que ça a fait percoler l'image de l'intelligence économique peu à peu dans les ministères. Parce qu'à l'extérieur, il y avait, et tu le disais tout à l'heure, Christian, il y avait un développement des sociétés, des gens qui faisaient de l'intelligence économique. Il y en avait de plus en plus. Il y avait, et du même coup, le problème, c'était plutôt de les coordonner, hein. Ou d'essayer de les structurer un petit peu. C'était plus facile que de travailler avec les ministères. Et puis le troisième volet, c'était la formation, hein. Et là, on a fait, avec l'aide, hein, des professeurs qui connaissaient véritablement l'intelligence économique, parce qu'ils faisaient des formations en intelligence économique, on a créé un espèce de modèle, hein, un cadre de programme qui était destiné à toutes les universités, à toutes les écoles, pour qu'au moins on apprenne aux gens les bases. Et ça a été, je crois que c'est les 3 éléments de départ, hein. C'est structuré au niveau des ministères, structuré au niveau de la profession et structuré au niveau de la formation. Je crois que ça a été les trois grands pôles qui permettaient la mise en place successive, de point par point, hein, des éléments qui avaient été conseillés ou précisés, hein, par Bernard. Et à la fin, bon, moi, quand je suis parti en 2009, fin 2009, il y avait déjà on avait fait plus de la majorité des points qui étaient demandés par Bernard qui avaient été faits. Je crois que c'est ce qu'on peut dire sur l'histoire, si tu veux. Oui. Par rapport à ce qui a été dit aussi, mais je crois que il faut bien comprendre, enfin, je pense que c'est que en France, et comme ça a été dit, mais c'est vraiment, vraiment important, les entreprises, les grandes entreprises françaises n'avaient aucune conscience de ce que c'était que l'un des besoins d'intelligence économique, à part un ou deux. Il y avait Michelin qui était formidable, parce qu'eux, ils avaient tout compris, hein, on est d'accord, hein, à tout point de vue, ça marchait très bien. Il y en avait quelques-autres. Dassault marchait très bien, mais en solo, hein, c'est-à-dire qu'ils ne voulaient surtout pas se mêler avec les autres, hein. Mais il y avait beaucoup de très grandes entreprises françaises sur lesquelles on n'avait aucune possibilité d'action, parce qu'on ne nous écoutait pas, hein, et à tout point de vue. Et en particulier les banques. Moi, ça m'a frappé à l'époque, le mal qu'on avait avec les banques. Les banques ne nous prenaient pas au sérieux en disant « mais vous ne comprenez rien », parce que là encore, on est dans la mondialisation, vous n'allez pas nous dire ce qu'il faut qu'on fasse. On disait « oui, mais attendez, vous vous faites piller, vous ne le voyez pas ». Et ça, les gens ne voulaient pas l'admettre. Et on a eu beaucoup, beaucoup de mal pendant toute cette période, ces années, à convaincre. Alors, il faut bien dire que le problème, Alain, c'est que tout seul, hein. Quand on est pillé, c'est comme quand on est cocu, on ne fait pas un communiqué de presse. Oui, c'est vrai. Sauf s'il y a de l'argent à récupérer. Oui. Ah bah bien sûr, ben ça c'est... Alors on va passer justement à la troisième séquence qui est So What. Donc Christian Arbelot, vous avez été précurseur de la guerre économique, de la culture du renseignement aussi, il ne faut pas l'oublier, hein, avec il nous faut des espions. Vous avez été précurseur aussi, ça se sait moins, il faudrait le rappeler, dès 2002 de la guerre cognitive. Et donc, après la création de l'école de guerre économique, vous avez créé aussi un centre de recherche, ou plus récemment le CR 451, et publié un ouvrage qui s'appelle « La guerre économique au XXIe siècle ». Donc, quelles sont aujourd'hui, selon vous, les priorités, les urgences par rapport à ce qui a été fait, ce qui reste à faire et ce qui a aussi changé? Alors, moi, je vais voir ça à mon petit niveau. Les priorités qu'on se donne au niveau de l'école de guerre économique,
c'est de s'auto-missionner parce qu'on n'a pas d'autre cadre de manœuvre, disons, sur un enjeu majeur qui est de démontrer qu'on peut passer à l'offensive en étant non pas dans la désinformation, non pas dans l'illégalité, mais qu'on peut attaquer un adversaire avec l'art de la rhétorique, avec des démonstrations très bien présentées. Je prends un exemple, tout le monde va comprendre. On a un énorme problème aujourd'hui en France sur le problème de l'influence, notamment par ces fameux grands cabinets de conseil qui auditent les entreprises. Diffuser une information, par exemple ce qui s'est passé en Australie, où PricewaterhouseCoopers a été pris la main dans le pot de confiture, c'est le cas de le dire, en conseillant d'un côté le gouvernement australien sur des problèmes de fiscalité internationale et de l'autre en donnant toutes ces informations à des groupes américains pour qu'ils vendent des produits de défiscalisation alors que le conseil, c'était justement de renforcer le système défensif sur le plan de la fiscalité australien. Là, on est typiquement dans... on passe de l'ombre à la lumière, c'est-à-dire on révèle des choses. Je pense que le GE, dans cette démarche-là, a sorti par exemple 2 rapports sur la Chine ou 2 rapports sur l'Allemagne, où son objectif c'était de montrer les contradictions de ces pays-là. Et c'est vrai, quand je dis on s'auto-missionne, c'est parce que ce n'est pas l'appareil d'État qui nous l'a demandé, ni aucune autorité, ni aucune entreprise d'ailleurs. Alors ça commence à évoluer sur ce plan-là, parce que maintenant il y a des entreprises qui nous demandent de parler à leur place pour mettre sur la place publique un certain nombre de problématiques. Et ça, c'est plutôt bon signe. Mais ça, c'est une priorité. C'est-à-dire, je pense qu'en France, quand on n'arrive pas à réformer, il faut se rendre indispensable et incontournable. Aussi petit puissions-nous être. Mais ça, c'est vraiment la philosophie. Et la deuxième priorité, on a commencé à créer une culture sur l'intelligence économique. Maintenant, il faut en créer une sur la guerre économique. C'est la raison pour laquelle, le 26 octobre prochain au Sénat, on va faire le premier colloque international sur la guerre économique avec la vice-présidente de la commission de contrôle des services de renseignement, qui est une sénatrice du Sénat, qui inaugurera ce colloque. Et pour nous, c'est très, très important parce que toutes ces petites graines qu'on sème, même si on n'est vraiment pas grand-chose, je pense qu'on sert un peu d'aiguillon et pour que ensuite le politique et le monde de la fonction publique percutent et se réapproprient un certain nombre de ces éléments. Donc ça, c'est vraiment pour nous très très important. Juste un mot sur la guerre cognitive sur laquelle vous travaillez avec Arnaud de Morgny au sein du CR 451. Est-ce qu'en étant obsédé par la désinformation aujourd'hui, même si c'est important, la France n'est pas restée un peu dans le XXe siècle? Est-ce qu'il ne faut pas passer aussi un cap et aller vers une autre conception de la guerre informationnelle et surtout de la guerre cognitive? Alors ça, je crois qu'il y a effectivement... tu parlais tout à l'heure de révolution culturelle, mais là, il y en a une à accomplir et qui doit être, à mon avis, majeure. C'est la raison pour laquelle on s'est allié avec l'INALCO et le NSC Bordeaux, qui est une école des sciences de la cognitique. Ces 3 structures travaillent pour faire apparaître dans le monde académique, c'est pas rien, cette démarche sur la guerre cognitive pour dédiaboliser justement le combat, la notion de combat par l'information et montrer comment on peut remporter des victoires par des démarches qui sont sur ce terrain de l'art de la rhétorique. Et c'est vrai que moi, je me réjouis de voir arriver des institutions comme l'INALCO ou une école d'ingénieurs comme celle de Bordeaux et qu'on travaille ensemble. Et vraiment, on travaille en très bonne intelligence, c'est le cas de le dire. Et ça n'a pas été toujours évident, on le disait tout à l'heure, hein, de faire percuter le monde académique. Là, il commence à percuter par un biais totalement inattendu. C'est-à-dire, on parle bien de comment combattre par l'information. Et on a donc créé ce groupe qui s'appelle Civil, qui est un clin d'œil vers le monde militaire. Oui, il y a une culture civique du combat, il n'y a pas que la culture militaire, et les deux doivent se rejoindre, fusionner et aboutir à une valeur ajoutée. Mais on a des vrais défis devant nous, parce que, de nouveau, on va se heurter, on le sait bien, à tout un tas de réticences.
mais les besoins sont tellement énormes. Bernard rappelait tout à l'heure l'évolution du contexte international. On n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'il va vraiment falloir aujourd'hui amener, et il y a beaucoup de jeunes dans cette salle, la nouvelle génération à se mettre en position de combat, je n'ai pas d'autres termes, pour enrichir la France, marquer des points, progresser. Et ça, c'est vraiment, pour nous en tout cas, École de guerre économique, la mission pédagogique la plus importante qu'on peut revendiquer. Claire des pionniers n'est peut-être pas terminée. Bernard, après le premier rapport, il y en a un peu moins connu, mais tout aussi important, sous Dominique de Villepin, je crois, qui s'appelait Armes égales. Et j'ai pensé à vous quand j'ai vu la une du Monde il y a quelques jours. La une du Monde, c'était comment la Chine lamine l'industrie européenne. On fait quoi maintenant pour jouer à armes égales? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est cuit? D'abord, la Chine prépare ce laminage depuis 25 ans. Donc, on était quelques-uns à évoquer ces sujets avec plus ou moins de précaution il y a 15-20 ans. Mais personne n'a voulu comprendre la stratégie précisément d'intelligence économique qui était engagée par la Chine il y a 20 ans et qui commençait par une stratégie de prise de possession des territoires en Afrique détenteurs de métaux critiques. Bon. Ils maîtrisent totalement ce marché. Aujourd'hui, l'industrie de la batterie, c'est à 99% une industrie chinoise. Et l'Union européenne, dans son intelligence toute économique, a voulu que nous perdions un avantage compétitif avec les moteurs thermiques pour tout donner aux moteurs électriques. C'est une stratégie d'intelligence économique remarquable. Remarquable. Hein. Bon. Je crois qu'il faut se dire une chose, c'est que, enfin, au-delà du rapport Villepin, pour Villepin, j'ai parlé à l'époque de la nécessité de faire un CEA des technologies de l'information et de la communication. Ce qu'on avait réussi dans le nucléaire, il fallait le réussir dans les TIC. On est passé à côté. Je voulais qu'on engage une grande politique de normalisation parce que qui tient la plume dans les enceintes internationales, qu'elles soient politiques, juridiques ou techniques, tient les ressources de la compétitivité. Bref, sur tous ces sujets comme celui des métiers stratégiques, tout aussi stratégiques que les entreprises stratégiques, on n'a pas fait de grands progrès en France. McKinsey a été pendant longtemps le roi de la consulte en France, hein, financé par fonds publics, sur fonds publics. Aujourd'hui, ça recule parce qu'on a compris que c'était un peu délicat. Mais dans tous ces métiers qui sont ceux de l'audit, de la certification, de la normalisation, du barreau, de l'expertise comptable, du conseil en stratégie industrielle, etc., tout ça, c'est trusté par les anglo-saxons. Tout. Bon. Or, ce sont des métiers vers lesquels passent des informations par définition stratégiques. Si on ne comprend pas le b.a.-ba du renseignement, bon. Alors, bon, je me souviens, tiens, je vais vous raconter une anecdote marrante. En 2004, je fais un rapport pour la Commission des finances. Vous allez me dire, j'ai fait beaucoup de rapports, mais ça permettait de faire un peu avancer les choses. Hein. C'était la brique comme un maçon patient. En 2004, je fais un rapport pour une stratégie de sécurité économique nationale. Et dans l'introduction, je prends exemple sur les Américains qui sont en train de monter une entreprise réunissant à la fois les talents de Mercer, le consultant en stratégie, de l'entreprise de courtage d'assurance March at McLennan, et de Kroll. Bon. Et je dis, en gros, c'est pas un hasard s'il y a une alliance stratégique entre ces trois entreprises. Bon. 4000 personnes à l'époque, Kroll. Hein. 4000 personnes. Ouais. Alors, je reçois la visite, évidemment, du patron de Marche en France, frère du secrétaire général du Quai d'Orsay. Voilà. Oui, un personnage important qui vient me voir en disant, enfin, cher ami, etc. Bon. C'est pas bien, vous me portez tort. Ben, j'ai dit, c'est le but. Je suis désolé. Mais bon. Bah oui, parce que la guerre économique, c'est aussi la guerre entre amis. Hein, c'est ça le problème, d'ailleurs. Bon, c'est une guerre entre amis. Et, bon. Et puis, je reçois, quelques jours plus tard, une lettre d'un ancien Premier ministre.
membre de l'Institut. Tu vois qui c'est? Qui m'écrit ce que vous avez dit sur March, une entreprise avec des salariés françaises, avec des salariés français, etc., n'est pas tout à fait convenable, et je vous serais reconnaissant de faire corriger votre rapport présenté à l'Assemblée nationale. J'envoie la lettre, copie de la lettre au président de l'Assemblée nationale, j'attends toujours sa réponse, c'était Jean-Louis Debré à l'époque, il s'est bien gardé de me répondre par écrit. C'était Raymond Barre. C'était Raymond Barre. Mais Raymond Barre, qui était senior advisor de March. Eh oui, eh oui. Bon, parce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué, illustré avant-guerre par un roman célèbre, un essai célèbre de Julien Bindal, La trahison des clercs. Bon. Mais les dirigeants politiques, économiques et financiers français qui travaillent pour nos concurrents, quand un ancien ministre des Transports devient le patron de Boeing France, bon, quand un ancien patron de la Banque centrale, ancien gouverneur de la Banque de France, devient senior advisor chez PIMCO aux États-Unis, au lieu de prendre par exemple un autre gestionnaire d'actifs français. Bon, c'est quoi ça? Je vous rappelle... C'est la mondialisation heureuse. Non, c'est la mondialisation heureuse. Oui, mais attends, pour certains. Je vous rappelle quand même la notion d'intérêts fondamentaux de la nation. Vous savez, c'est dans le Code pénal, article 410-1. Hein, les intérêts fondamentaux de la nation. Alors, quand les élites ne montrent pas l'exemple, comment les autres font? Eh bien, ils font comme tous les autres. Ils barbotent. Bon. Ben, c'est pas bien. Moi, désolé, moi, je suis français. Et sans doute comme beaucoup d'entre vous. Bon. Et j'aime mon pays, en dépit de tout. Et je suis attaché à la fois à son identité, à son histoire, à ses racines, à ce qui fut sa gloire, illustré par de vrais hommes politiques. Et en venant ici, je pensais à Georges Pompidou, parce que vous savez, il est mort il y a 50 ans, un 2 avril 1974. Et à l'époque, il disait il faut de l'autorité à l'intérieur et de l'indépendance à l'extérieur. Sacré message. Merci. Avant de passer aux questions, Alain Juillet, donc vous êtes toujours très très actif dans le domaine de l'IE, les conférences, une chaîne web, et vous avez aussi commis un ouvrage qui s'appelle L'intelligence économique du futur. Donc c'est quoi l'intelligence économique du futur? C'est d'ailleurs le futur est peut-être aujourd'hui d'ailleurs. Oui, ben je pense qu'il ne faut pas rester sur le passé. Hein. Le passé, c'est le passé. Il nous sert de référence, mais il faut regarder l'avenir. Hein. Et l'avenir est très intéressant aujourd'hui, à tout point de vue. Il y a plein de possibilités, à condition de déverrouiller ou de répondre à un certain nombre de choses. La première, moi, je voyais un rapport récent, d'ailleurs, je crois que ça sera évoqué à l'avant-dernière ou la dernière table ronde. Il y a un rapport récent de Marie-Noëlle Linnemann et de l'intervenant qui va venir cet après-midi. Oui, exactement. Hein, qui préconise la création, par exemple, d'un secrétariat d'État à l'intelligence économique. Si on revient à ce qui était proposé, ce qui était demandé par nous tous après le rapport de Bernard, parce qu'à l'évidence, pour pouvoir imposer un système comme le système français, une cohérence et surtout avec le poids suffisant pour obliger les gens à le faire, il faut que ce soit d'un niveau de secrétariat d'État. Ou alors, mais c'est exceptionnel, il faut un Premier ministre qui soit capable d'appuyer son collaborateur. Moi, ce que j'ai eu la chance d'avoir d'ailleurs, hein, aussi bien d'ailleurs avec Raffarin qu'avec Villepin, j'ai eu la chance d'avoir deux premiers ministres qui m'ont vraiment poussé. Le troisième, par contre, que j'ai connu, lui, il s'en occupait pas. Bon, et ça, tout de suite, on le voit, parce que tous les ministères le savent. Si on sait que ce que tu dis, il y a intérêt à l'appliquer, ça passe pas de problème. Donc ça, c'est un premier point très important, au niveau, si tu veux, général. Bon, le deuxième, alors là, c'est tout à fait différent. C'est que entre le moment dont on vient de parler beaucoup des débuts d'intelligence économique, 94, 2000, 2003, mais en définitive, il y a quelque chose qui a fondamentalement changé le monde depuis, c'est le numérique et le cyber, ce que rappelait l'amiral Coustillère. Hein. Et aujourd'hui, l'intelligence économique n'a plus rien à voir avec celle dont on parle de l'époque.
Parce que les moyens que nous pouvons utiliser, les techniques qu'on peut utiliser, à partir du moment où on a les outils, à partir du moment où on a ce qu'il faut pour ça, hein, donnent des champs d'opportunités extraordinaires, hein, au niveau général, au niveau global. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on continue à progresser, à s'adapter et à utiliser des nouveaux moyens pour être de plus en plus efficace là-dessus, surtout face à la concurrence américaine qui l'utilise à plein, hein, à la concurrence chinoise qui l'utilise aussi à plein, parce qu'ils sont redoutablement efficaces. Il n'y a qu'à voir comment ils sont en train de rattraper leur retard sur les puces par rapport aux Américains pour comprendre qu'ils savent ce qu'il faut faire et ce qu'il faut investir. Donc ça, c'est le deuxième point que je voulais dire. Le troisième, ça c'est un peu, moi c'est un regret moi, du temps où je m'en suis occupé, c'est qu'on a travaillé sur la coordination générale, sur la formation. On a commencé à travailler sur le territorial, ça a été continué par mes successeurs. Par contre, on s'est complètement loupé sur l'offensif. Parce que l'offensif faisait peur à tout le monde et continue à faire peur à tout le monde en France, alors que dans les pays étrangers, je pense aux États-Unis, je pense à la Chine, je pense à la Russie, mais je pense à plein d'autres pays également, les Anglais aussi, hein, ou les Allemands d'ailleurs, ils ne se gênent pas pour pratiquer l'intelligence économique offensive. Et malheureusement, nous, on est encore très en retard là-dessus, il y a un vrai travail à faire, mais pour ça, il faut qu'on comprenne un certain nombre de modes de fonctionnement et qu'on les accepte. Or, dans beaucoup d'entreprises, on ne veut pas le faire, parce qu'on a l'impression qu'on prend des risques insensés et que donc il ne faut pas se faire seulement. Si on ne le fait pas alors que les autres le font, eh ben c'est les autres qui ont un avantage concurrentiel réel par rapport à nous. Donc il faut s'y mettre. Un autre point encore, si tu veux, sur lequel je crois qu'il y a beaucoup à dire, et là je vais prolonger un peu ce que disait tout à l'heure Christian, on est dans la guerre informationnelle. Maintenant, tout le monde a compris que l'influence, parce qu'on a commencé nous à parler d'influence, ça paraissait vraiment nébuleux, et pourtant c'était déjà pratiqué dans certains pays, mais maintenant la guerre informationnelle, elle est partout, et on voit bien, on le vit tous les jours, au niveau intérieur ou au niveau extérieur, hein, la guerre d'influence est totale, la guerre informationnelle est totale, la pensée unique c'est un désastre, le wokisme va dans le même sens, il y a tout aujourd'hui un système de pensée qui fait que on vous influence et on vous empêche de penser autrement. Donc, or ça, c'est très important. Il faut qu'on apprenne en intelligence économique. Il faut être factuel, il faut être neutre, il faut avoir les yeux ouverts et regarder ce qui se passe. Et par contre, il faut savoir que tous les autres essaient de nous manipuler. Donc il est logique que nous aussi, on apprenne à manipuler les autres. C'est l'intérêt général. Et puis, si tu veux, parce que pour ne pas être trop long là-dessus, je pense aussi que il faut, alors, mais c'est un corollaire de tout ce qu'on a pu dire, je crois, les uns et les autres depuis le début. Hein. Il y a, pour faire de l'intelligence économique, et alors maintenant, aujourd'hui plus que jamais, il faut avoir un principe de base. C'est être curieux et regarder ce qui se passe ailleurs. Quand tout à l'heure Bernard rappelait nos difficultés avec certains, on dit oui, au niveau des textes, au niveau des textes de loi, au niveau des pratiques, au niveau des gens, il faut regarder comment font les Américains, il faut regarder comment font les gens qui sont performants, hein, comment font les Chinois, pour prendre ces deux-là, mais il y en a d'autres. On n'a pas parlé des Indiens, mais les Indiens, ils sont très efficaces. Et le service indien de renseignement est très efficace au niveau économique. Ça, je peux te dire. Hein. Et en France en particulier. On n'en parle pas, mais oui, ils y sont. Hein. On va accueillir 30 000 étudiants indiens dans les années qui viennent, ce qui est normal, oui. Ça fait partie de la coopération. Mais bon, oui. Ça mériterait une réflexion aussi. Oui. C'est pour ça, donc je crois qu'il faut qu'on soit dans... On a besoin aujourd'hui, dans le cadre de l'évolution de l'intelligence économique, on a besoin de ça, de regarder ce qui se passe ailleurs, de prendre des références en disant qu'ailleurs il y a des choses intéressantes qui se font, mais chez nous il y a encore beaucoup de travail à faire pour réellement que ce pays accroche. Et parce qu'un certain nombre... Alors les dirigeants, ils commencent à faire, dans le 440 hein, ou le SB 120, les dirigeants commencent à faire de l'intelligence économique, plus ou moins, hein, en le reconnaissant ou pas d'ailleurs, mais ils commencent à le faire, surtout dans les boîtes qui sont liées à la défense ou à la sécurité, parce que là, il y a une pression réelle, mais il y a encore beaucoup à faire avant qu'on se compare à l'efficacité des boîtes américaines dans tous les domaines. Hein. Surtout que pendant qu'on rattrape notre retard, elle progresse aussi. Bien sûr, bien sûr. Peut-être qu'on peut passer... Non, Bernard, en 24 secondes 30. Oui, 3 choses. Si on veut redémarrer une politique publique d'intelligence économique, il faut évidemment que les conditions politiques soient réunies. Bon, elles sont bonnes en ce moment. Naturellement. Il y a 3 choses.
Premièrement, l'impulsion doit être politique et doit venir du chef de l'État. Et tu évoquais Il fait de la boxe. proposition de Lindemann d'un secrétaire d'État, c'est pas sérieux. Je veux dire, il faut que ce soit un ministre placé auprès du Premier ministre, qui bénéficie de la confiance du chef de l'État et reçoive ses instructions d'un conseil de sécurité économique placé auprès du président de la République. Ça, c'est la première chose. L'impulsion politique doit venir du sommet, parce que l'implication, elle n'est pas simplement en termes juridiques, technologiques, financiers, elle est aussi en termes diplomatiques. Ce sont des sujets délicats. La deuxième chose, il faut sauver le soldat Athos, et derrière le soldat Athos, bien d'autres. C'est-à-dire qu'il faut un vrai fonds stratégique d'investissement, puisant dans les ressources de l'épargne des Français en particulier, les 200 ou 300 milliards qui sont... C'est pas du tout le cas aujourd'hui. La BPI, c'est pas du tout de ce niveau-là. Hein. C'est 50 ou 60 milliards. Assurance vie, il y a de l'argent. Mais absolument. Bon, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, il faut revenir sur cette sottise qui a consisté à choisir la voie civile plutôt que la voie pénale pour la protection du secret des affaires. Alors je sais que j'ai des confrères qui ne sont pas d'accord avec moi, peut-être parce qu'ils ne sont pas pénalistes. Moi, je ne le suis pas non plus, mais je défends la cause pénale. Le Cohen Act, quand on est menacé de 25 ans de prison ou 30 ans de prison, c'est autre chose qu'1 million d'euros d'amende. C'est autre chose. Vous comprenez ? Il y a un ancien vice-président d'Alstom qui sait ce que ça veut dire la prison aux États-Unis. Absolument, Pierrochet, sur ces sujets-là. Donc il faut être sérieux. Voilà 3 pistes. Et pour les ouvertures, moi je vois 2 choses. Premièrement, l'intelligence artificielle, on n'en a pas parlé. Mais ça massacre les droits d'auteur. C'est du deepfake. Je veux dire, c'est de la prédation. C'est de la prédation très grave dans ses conséquences, avec des opportunités extraordinaires. Comme d'habitude, des risques dont il faut se prémunir, des opportunités qu'il faut saisir. Bon. Mais l'intelligence économique va se transformer totalement à l'aune de l'IA. Bon. La deuxième chose, c'est le thème de la notation. Les anglo-saxons sont les rois de la notation. Ils notent tout. Tout. Les hôpitaux, les banques, les universités, les systèmes juridiques compétitifs dans lesquels on est toujours mal classé parce que, évidemment, on est français, etc. Il faut faire la même chose. Et qu'est-ce qu'on attend ? Il y a plein de champs pour noter. Bon, regardez par exemple ce qui se passe aux États-Unis sur la notation extra-financière des entreprises, les critères ESG. C'est la guerre civile dans les boîtes. C'est la guerre civile entre wokistes et anti-wokistes. Et ça va imprimer toute la campagne présidentielle aux États-Unis. Mais c'est la guerre civile. Il y a le feu partout. En Louisiane et au Texas, on défend l'investissement dans le pétrole pour des raisons évidentes. Et on attaque en Californie le wokisme qui est à la tête de Walt Disney. Mais c'est partout aux États-Unis le sujet. Bon, il faut vous y mettre, les mecs, Elena, hein, sur ces sujets. C'est des vrais sujets de conflit. C'est des sujets sur lesquels il faut aussi porter la voix des intérêts français ou européens, le cas échéant. Merci. Peut-être on peut laisser la parole au public pour des questions. Hein. On rappelle qu'une question est un point d'interrogation. Et il n'y a pas un préambule de 5 minutes. Bonjour. Vous qui êtes les pionniers de la discipline, j'ai une question qui me taraude un peu l'esprit. J'ai l'impression que la clé de voûte de la précarité de l'entrepreneuriat français et même de l'État français, si je puis dire, c'est l'extraterritorialité du droit américain, ce qui est un peu ironique vu que c'est la France qui a inventé l'extraterritorialité du droit. Donc vous qui avez été là il y a 30 ans déjà, pour ce qui est de l'intelligence économique, est-ce que vous avez une planification, une stratégie pour pallier à ce pouvoir qu'a le droit américain sur l'entrepreneuriat français et européen? Merci. Je lui ai dit, il faut passer par la voie pénale. Si on ne protège pas ce qu'on identifie comme des secrets d'entreprise par la voie pénale, on ne peut pas répondre par un dispositif dissuasif aux exigences des administrations fédérales et des tribunaux américains. Oui. Il n'y a pas d'autre truc. Bon. Alors ça suppose, encore une fois, une révision de la loi qui a été votée par transposition d'une directive européenne sur le sujet. Il y a eu un débat après moi, lorsque Macron a été ministre de l'économie, et puis ensuite avec son successeur, je ne sais plus lequel, avec le garde des Sceaux, qui est de Bretagne, je ne sais plus comment il s'appelle. Ils ont eu un conflit avec les journalistes, et notamment avec...
Urvoas. Oui, avec Urvoas. Ils ont eu des conflits avec Mediapart notamment, qui est totalement hostile, évidemment, comme beaucoup d'entreprises commerciales de la presse. J'insiste sur le mot commercial. Qui souhaitent justement révéler des secrets d'affaires pour en faire leur commerce. Bon. Mais le secret, c'est une notion qui explose aujourd'hui. Secret de la vie privée, secret d'État, secret d'entreprise. Les trois sont aussi importants et doivent être protégés parce qu'ils garantissent aussi le droit de propriété pour les uns, la continuité de l'État et la protection de la vie privée pour les autres. Voilà. Oui, j'ajouterais que il faut bien dire que quand vous avez les lois extraterritoriales américaines, elles marchent pourquoi ? Parce qu'on dit aux gens en face, on leur dit, si vous n'appliquez pas ce qu'on vous dit, vous êtes interdit de séjour aux États-Unis, vous serez d'une part, vous risquez des condamnations pour des amendes, mais aussi vous ne pourrez pas travailler aux États-Unis. Donc quand les gens voient ce que ça représente actuellement comme part de marché de leurs entreprises, c'est ça qui les pousse à céder pour la plupart d'entre eux. Donc il faut que de l'autre côté, et là je reviens à ce que disait Bernard, il faut que ce soit vraiment dissuasif. Si vous dites la punition, si vous ne respectez pas le secret, vous aurez 10 000 € d'amende. Hein, le chef d'entreprise, les gros chefs d'entreprise, ils s'en foutent. Ils disent on paye les 10 000 €, puis on s'en fout. Si par contre on leur met 1 million et interdiction d'exercer un mandat de patron de société pendant 20 ans, vous allez voir si ça ne va pas changer. Donc ça aussi, il faut que les mesures que l'on prenne soient suffisamment dissuasives. Alors, ceci dit, il y a un espoir par rapport à ça, je vais quand même vous le dire, c'est que les Chinois sont en train de sortir des lois extraterritoriales chinoises, copier ces lois américaines, et que donc l'Europe, malgré sa grande opposition à tout ça, va être obligée d'en sortir aussi, parce qu'on ne pourra pas rester continué au milieu sans texte pour nous protéger, alors que des deux côtés, ils sont en train de nous piéger en jouant ces textes-là. Moi, je voudrais rajouter une chose, qu'il n'y a pas de maître sans esclave, et l'extraterritorialité du droit américain fonctionne sur la peur. On cite beaucoup Pierucci, ce qui est normal, parce que c'est un homme courageux, qui s'est fait lâcher par son patron. Mais on peut aussi les regarder du côté de Jean Boustany, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Le Traquenard, qui est passé inaperçu, dont on parle d'ailleurs dans le dernier Guerre économique, comment gagner. Et vous avez les 5000 pages d'audition sur le site de l'EPGE. Comment gagner face au DOJ en justice américaine, parce que le DOJ, c'est pas la justice américaine, contrairement à ce qu'on lit parfois dans les médias. Donc en fait, on peut battre aussi l'extraterritorialité du droit américain, mais par contre, il faut aller au carton, évidemment. Hein. Ouais, si on signe tout de suite l'agreement avec le procureur, là, effectivement, c'est mort. Voilà. Tu as tout à fait raison, mais justement, on a eu un bon exemple à l'époque de BNP Paribas. On dit toujours BNP Paribas a payé une amende extrêmement forte, et c'est vrai. Hein. Bon. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que François Pinault lui a dit « Moi, je ne céderai pas aux Américains ». Il a fait 3 procès successifs et il les a gagnés. Donc quand on a le courage, je ne vais pas revenir sur d'autres choses, mais quand on a le courage d'affronter la difficulté, eh ben, on a quand même des chances de gagner. Il reste encore une petite heure pour les questions. Oui, bonjour. J'ai une question sur une initiative de l'Union européenne sur l'open insurance. C'est assez spécifique au marché de l'assurance, qui est une obligation pour les assureurs de mettre à disposition toutes les données de leurs assurés. Pour beaucoup d'acteurs dans le secteur, c'est une évidence que c'est une manipulation, une initiative, poussée par les big tech pour rentrer sur ce marché qui est assez fermé. Comment faire quand les voies habituelles du lobbying ne fonctionnent pas? Quels sont vos conseils? Merci. Question. Moi, je crois que c'est un très bon sujet où, justement, il faut passer à l'offensive. C'est-à-dire que le monde de l'assurance, c'est un monde assez peu connu, finalement, du grand public. Et les acteurs de l'assurance, justement, c'est une des démarches qui est venue vers nous. Et l'école de guerre économique travaille sur ce sujet. Et travaille sur ce sujet pour pas simplement montrer du doigt les logiques qui se cachent derrière un tel sujet, mais surtout pour essayer de contre-attaquer et rentrer dans les points faibles de la démarche d'influence américaine. Alors, je n'ai pas le temps d'exposer tout ça ici, mais sachez qu'il commence enfin à y avoir des démarches simples, cohérentes, où on peut faire travailler des étudiants, aussi étonnant que ça puisse paraître, pour aboutir à des solutions qui sont excessivement précises. Je prends un autre exemple. On a fait travailler
200 étudiants de l'école de guerre économique au trimestre dernier sur le problème de l'agriculture, avant que n'apparaissent certaines manifestations en France. Il en ressort aujourd'hui une discussion à haut niveau avec des décideurs du monde agricole sur 2 points très précis. Toutes les irrégularités commises derrière les biocarburants avec des jeux d'importation et beaucoup de choses qui mériteraient d'être creusées. Pareil, je n'ai pas le temps d'évoquer. Y compris aussi un autre problème très important qui sont les rachats de terres et les démarches actuelles de lobbying pour faire modifier la législation française parce que derrière, on voit apparaître une économie totalement artificielle avec notamment les traders, économie hors sol qui joue sur des jeux spéculatifs, sur les émissions de carbone, etc., etc. Donc quand on est sur des sujets comme ça, nous, notre but, c'est de les rendre compréhensibles, de les rendre accessibles au grand public et de montrer les points faibles de la partie adverse ou des jeux d'influence adverse. Donc je crois qu'aujourd'hui, ce terrain-là, on commence à le pratiquer. Il faut démultiplier cette pratique, et notamment sur des enjeux stratégiques. Et il serait peut-être bon que du côté du monde de l'assurance, mais je crois que le message commence à être passé, plutôt du côté des mutuelles d'ailleurs, que du côté d'un groupe comme AXA, qui a quand même des moyens financiers énormes, mais qui en consacre un peu à soutenir des initiatives de ce type pour aboutir à des résultats, justement. Quel est le prénom de la personne qui vient de poser une question? Priscilla. Priscilla, vous venez me voir pendant le déjeuner? Oui, volontiers. Non, oui, j'ai une idée à vous proposer. Tout à fait honnête. Bonjour à tous et à toutes. Donc merci pour ces éléments d'information très, très intéressants, puisqu'en fait, c'est dans une logique aussi d'intelligence artificielle, c'est de savoir d'où on part et d'où on arrive. Donc sans être trop long sur l'entrée, au moment du changement climatique, donc on va dire une période d'incertitude, mais dans un cadre positif. Vous avez parlé de réciprocité. Les technologies d'intelligence artificielle, c'est des technologies de simulation, donc de prospective. Donc la réciprocité crée des alliances. Si on part de la réciprocité, quel lien vous faites entre schéma de réciprocité et schéma d'alliance dans un moment donné où il y a des échéances 2030-2050? C'est le scénario du positif de l'alliance basé sur le choix de réciprocité, équilibré bien sûr. En France comme en Europe, la difficulté va être de faire coïncider les intérêts ou la stratégie d'une politique industrielle avec une stratégie climatique, enfin de protection de l'environnement. Je vais vous donner un exemple de l'absurdité dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. A été votée récemment une loi dite ZAN, Zone Artificialisation Nette, hein, qui limite la constructibilité des terrains, sauf dans des cas d'intérêts fondamentaux, d'intérêts économiques fondamentaux, dans lequel il y a la pharmacie et l'automobile, de mémoire. Cette loi ZAN, elle empêche Airbus de développer une nouvelle ligne d'assemblage à Toulouse. Parce que l'aéronautique n'est pas dans les filières industrielles précisées dans les mesures dérogatoires à la loi ZAN. Donc, quand je vous dis qu'on va avoir un exercice compliqué entre l'amplification de la politique industrielle et l'amplification des mesures pour le climat, ça commence par la résolution de cas pratiques aussi simples que celui-là. Bon. La deuxième chose que je vais vous dire, c'est que vous avez deux problèmes sur les questions de transition énergétique. Le premier, c'est que c'est ceux qui posent le moins problème auxquels on demande le plus d'exigences. La France, par exemple, est faiblement émettrice pour des raisons que tout le monde connaît, grâce au nucléaire, etc. Grâce aussi aux délocalisations industrielles, et ça c'est plutôt un malheur. L'Allemagne émet 3 fois plus. Elle a rouvert ses centrales à charbon, nous aussi d'ailleurs, à Saint-Avold notamment. Bon, pour les raisons que vous connaissez, la fermeture de Fessenheim. Bon, c'est en fait l'Europe avec la dérégulation du marché de l'énergie s'est embourbée dans les emmerdements et les conneries stratégiques.
c'était une folie de s'engager dans cette direction. Bon, aujourd'hui, on paye les choix. L'Allemagne a fait le choix, de toute façon, de toutes les dépendances. Dépendance au gaz russe pour l'énergie, dépendance américaine pour la sécurité, dépendance avec la Chine sur le plan de l'industrie automobile. Bon, et c'est eux aujourd'hui qui dirigent l'Europe. Bon, et qui dirigent avec des intérêts mus par des intérêts purement égoïstes et des idées fausses. Si vous voulez, comme ils dominent tous les lieux de pouvoir de l'Union européenne, on est mal barré. Je vous le dis tout de suite. Bon, je ne veux pas être pessimiste, hein, mais c'est le tableau exact de la réalité. Donc ce mariage entre la politique industrielle et l'environnement est d'autant plus nécessaire que la Chine, c'est déjà 35% de l'industrie manufacturière mondiale. Les États-Unis, c'est 13%. Vous voyez déjà le gap. L'écart de compétitivité entre les USA et l'Europe est énorme. De 2007 à 2023, la moyenne annuelle de l'augmentation de la productivité aux États-Unis est de 2,5% et de l'Europe d'1%. Et avec le programme IRA de subventions, etc., que vous connaissez tous, les capitaux du monde entier se déversent aux États-Unis et dans le domaine justement de l'IA, dans des biotech, etc., les Américains croulent sous l'argent. Donc il y a un gap avec l'Europe qui est considérable. Votre génération, dans vos métiers, vous allez devoir préparer également la transition environnementale des entreprises, mais sans être naïf, là aussi. C'est-à-dire à l'aune de nos intérêts, pas des autres. Les Chinois, ils ouvrent une centrale à charbon tous les 15 jours. Hein? Bon, et personne ne les emmerde. Et nous, il nous faut partout des pistes cyclables, du bio à la cuisine centrale. Il faut prendre l'avion 2 fois par an. Non, pardon, 2 fois par vie. Si j'en crois le sieur Jean Covici, là. Je veux dire, c'est hallucinant. Les Européens se sont enfermés dans un truc qui est fou. Bon. Donc, votre génération, vos métiers, votre formation doivent vous conduire à être à la fois réaliste, patriote et avisé. Je crois qu'il reste encore le temps pour une question, c'est ça? Allez, une dernière. Oui. C'est pas moi qui distribue le micro. Donc, allez, mais... Oui, bonjour. Je voulais juste revenir sur une petite précision sur l'extraterritorialité du droit américain, parce que c'est quelque chose que je n'ai pas bien compris. Est-ce que vous pourriez expliquer les raisons qui justifient finalement cet écart entre l'application de l'extraterritorialité du droit américain, par les Américains et par les Européens? Est-ce que c'est par manque d'ambition, par manque de vision ou par manque de capacité d'action de la part des Européens? Je vous remercie. Alain Juliet vous l'a dit, c'est la peur. C'est la peur des mesures de rétorsion. Pourquoi y a-t-il de moins en moins d'entreprises qui vont se faire indexer à la bourse de New York? Parce qu'ils ne veulent pas être soumis au droit américain. Il y en a de moins en moins. Avant, pour taper sur la cloche avec 4 mecs qui buvaient du champagne, à midi, ils faisaient la queue. C'est fini maintenant. C'est fini. Ils ont compris. Et puis derrière BNP Paribas, 9 milliards quand même, pour une affaire de 200 000 euros, je crois, ou un truc comme ça. 9 milliards. Bon. Lisez le rapport de Lelouch, là, qui est un bon rapport sur les conséquences de l'extraterritorialité. Les entreprises européennes ont payé, dans les 10 dernières années, je crois, 50 milliards à peu près aux autorités fédérales américaines. Bon. C'est pas des amis, les Américains. Alors, le 6 juin de chaque année, on s'en souvient, et on chante ce qu'il faut chanter avec Jean-Pax Meffray, pour ceux qui connaissent, mais c'est bien, il y en a quelques-uns quand même qui connaissent. Mais le reste du temps, il faut se souvenir que, comme le disait François Pinault, ils sont très particuliers. Merci. S'il vous plaît, peut-être une dernière. Ah, bon, je vois les organisateurs me disent oui, donc... Oui, bonjour messieurs. Thierry Gillistro d'Assaut Aviation. Merci pour tous ces éclairages, même si vous parliez de passé, vous parliez d'avenir également. Et vous avez évoqué cette nécessité d'être agressif ou plutôt offensif. Alors moi j'ai pris pour d'agressivité, mais dans le bon sens. Offensif, pour moi, c'est aussi non pas simplement identifier des adversaires, mais peut-être, et c'est la question que je vous pose,
se trouver les moyens d'identifier des partenaires. Alors, le partenariat, évidemment, de façon raisonnée. Il existe, lorsque l'on vend des avions de combat Rafale, tout un environnement qui conduit à le cadre de relations privilégiées et un partenariat qui va au-delà de la simple fourniture d'avions de combat. Dans ce cadre-là, par exemple, et dans d'autres, est-il possible, au Moyen-Orient ou dans certains endroits qui nous sont chers, être capable d'identifier ces partenariats? Oui, mais vous avez, de toute manière, l'intelligence économique, c'est la recherche de renseignements. La recherche de renseignements, vous en avez, il faut connaître vos concurrents, hein, il faut aussi regarder vos partenaires, il faut connaître l'environnement, il faut connaître les marchés, il faut connaître les politiques, il faut connaître tout le monde. Et puis essayer de voir à partir de là, trouver un chemin critique qui est le plus efficace possible. Hein. Bien sûr qu'il faut des partenariats. Et le partenariat est d'autant plus nécessaire, alors je reprends votre exemple, que dans un certain nombre de pays, nous ne pouvons pas y arriver directement, soit parce que le système de fonctionnement du pays fait que ce n'est pas possible, soit parce que les lois locales l'interdisent. Quand vous devez, par exemple, être associé à un partenaire à 50%, enfin le local doit être au minimum à 50% ou 51% dans la société qui va travailler, qui va faire la liaison entre vous et le client local, ben, il est évident que ben, vous devez chercher de bons partenaires. Hein. Alors, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il y a une évolution. Là, je reviens sur l'extraterritorialité, sur la corruption, sur beaucoup de choses. On voit que aujourd'hui, il y a une évolution très profonde dans l'ensemble du monde parce que les Américains, après le scandale de Northrop Grumman, où ils avaient corrompu la moitié de l'Europe, parce que les gens ne s'en souviennent plus. Hein, et à la suite de quoi, il y a eu un tel scandale qu'ils ont dit maintenant nous serons les apôtres de l'anticorruption. Hein, comme par hasard, ils ont basculé à 180 degrés. Hein, ils ont lancé tout ce qu'ils ont fait, tous les actes, le Foreign Corruption Act et ainsi de suite. Bon, et depuis, ça n'arrête pas. Et ils utilisent tout ça, en définitive, pour favoriser leurs entreprises. Bon, mais là aussi, ça fait partie du renseignement nécessaire. Bien comprendre comment font les Américains. Parce que moi, je peux vous dire, sans entendre tous les détails, que dans un certain nombre de cas, ils continuent à pratiquer la corruption. Mais ce n'est pas la même. Hein, puisque vous parliez du Rafale, moi je me souviens très bien à Singapour, pour parler d'une vente de Rafale ratée par les Français, hein, à l'époque où Christine Lagarde était ministre du Commerce extérieur, hein, où on a eu la stupéfaction de voir qu'on perdait le contrat alors qu'on était moins cher. On avait l'appui des pilotes singapouriens. Les Indiens à côté avaient dit les Français c'est le meilleur avion. On avait tout pour nous. Les Américains ont emporté le marché. Pourquoi? On a dit c'est pas possible. Et puis quelques temps après, on a découvert quoi? Que les Américains étaient venus voir le patron de Singapour, le président de Singapour, en lui disant, vous savez, pour la flotte américaine, la deuxième flotte américaine, on a besoin d'un port en eau profonde, on a besoin d'un aéroport pour poser les avions de chasse pendant que le porte-avions est à quai. Donc, pour pouvoir accueillir nos sous-marins, nos porte-avions et ainsi de suite, eh ben, on va construire un port profond à Singapour et on va construire une piste d'un investissement colossal, évidemment. Hein, et puis après, au fait, pour le contrat des avions, bien entendu, vous allez prendre les nôtres. Et les autres, ils ont fait le calcul, ils ont dit, mais avec un avantage pareil, il n'y a pas à hésiter. Alors pour moi, c'est de la corruption pure. Pour d'autres, non. C'est de la bien-pensance. Hein, même exemple au Maroc, hein, ou toujours pour les Rafales. Au Maroc, on a fait des erreurs. On a proposé deux prix différents venant de France pour le même avion. Enfin, ça, déjà, c'est pas très intelligent. Hein, mais les Américains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné au roi du Maroc, vous pouvez vérifier ce que je vous dis, hein, ils ont donné au roi du Maroc, ils ont payé un programme de plus d'1 milliard de dollars pour alphabétiser la population agricole marocaine. Comme par hasard, au même moment. Que pensez-vous qui arriva? On a perdu le marché. Si ce n'est pas de la corruption, je ne sais pas ce que c'est. Mais on vous dit non, ce n'est pas de la corruption parce que ça n'a rien à voir avec la vente de l'avion. C'est vrai. Eh ben, il faut peut-être que nous aussi, on apprenne ces nouvelles techniques. La stratégie indirecte. Merci, ce sera la conclusion.